Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI 1. Le FIRCA, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a organisé un atelier de formation à l'endroit des parlementaires et des conseillers économiques, sociaux et culturels sur le Fonds vert pour le climat, dans le but d'instruire les acteurs sur la notion du changement climatique. Notre sujet économique de ce jour va s'intéresser au crédit bail, cet instrument de financement qui est lié à la dette pour les entreprises. Le cadre légal et réglementaire a été institué par le ministère de l'Économie et des Finances pour vulgariser cet accès au financement. À suivre donc le reportage de Cheikh Koné dans une dizaine de minutes. Dans ce journal également, on évoquera cette visite d'une délégation de la CEDEAO à Bamako. Goodluck Jonathan, ancien président nigérian, et Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, ont recommandé au chef de la transition que les élections générales se tiennent comme prévu fin février 2022. Ce mercredi 22 décembre 2021, un conseil des ministres se tient au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, des décrets, des communications, de nombreux autres sujets. Le compte-rendu complet de nos reporters à suivre ce soir dans le 20h. Pendant ce temps, du côté du Sénat, à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, on procédait à la réunion de clôture de la session. La rentrée, je le rappelle, c'était le 13 avril 2021. On retient que 17 projets de loi ont été votés. Le président du Sénat en a profité pour faire entre autres un plaidoyer pour le financement des collectivités territoriales. Jeannot Aoussou Kouadio est aussi revenu sur des sujets d'actualité tels que le dialogue politique et la sécurité avant d'inviter les parlementaires à profiter de leurs vacances pour se rendre utiles dans leur région respectives. Le reportage complet de Kader Sorodogo, c'est à suivre ce soir également dans le 20h. En attendant, allons suivre cet atelier de formation organisé par le FIRCA en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'était à l'endroit des parlementaires et des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels sur le Fonds vert pour le climat. Un renforcement de capacité organisé cette semaine dans le but d'instruire les acteurs sur la notion de changement climatique. Reportage Jean-Luc Bangbo. Ils sont venus s'imprégner de la notion de changement climatique, mais surtout renforcer leurs capacités sur la finance climatique en vue d'une meilleure prise de décision. Les parlementaires et conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels veulent être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. Il y a des lois que nous allons analyser ensemble, voir comment travailler pour que ces lois-là soient prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale, soient votées, que l'environnement climatique puisse vraiment en bénéficier en Côte d'Ivoire. Cette session de renforcement des capacités a pour objectif de permettre aux parties prenantes, acteurs du climat, d'identifier et de mettre en œuvre des investissements en faveur du climat. Ce programme représente une opportunité pour tous les acteurs nationaux dans la recherche des ressources additionnelles pour le financement des projets verts. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce type de formation se présente comme une voie de réduction de la vulnérabilité des populations vis-à-vis du changement climatique. Je souhaite qu'au sortir de ces travaux, vous soyez suffisamment sensibilisés sur les impacts environnementaux liés au changement climatique, informés sur l'importance de la participation des parlementaires et conseillers au développement et à l'appui des mécanismes de l'accord de Paris. Outillés pour remplir pleinement votre rôle de promotion des engagements nationaux pour le climat. Informés pour mieux documenter, diffuser et soutenir les sujets liés au changement climatique. Cet atelier a surtout été marqué par des sessions de questions-réponses pour une meilleure compréhension du sujet et surtout le recueil de recommandations pour renforcer le rôle des parlementaires et conseillers dans les questions liées au changement climatique. Autre lieu, autre atelier de formation sur un tout autre sujet. C'est une formation sur le genre et le développement initiée par la cellule genre du ministère de l'Hydraulique. Un renforcement des capacités qui s'est tenu dans la commune du Plateau en présence de nos reporters Djeneba Bini et Didier Nguessa.
Renforcer les capacités de ses agents sur le genre et le développement. La cellule genre du ministère de l'Hydraulique en fait son affaire. Elle a organisé à cet effet une session de formation pour aider ses membres à maîtriser les modalités pratiques d'intégration du genre. La cellule genre du ministère de l'Hydraulique a mené quelques activités depuis son installation. Depuis 1 an d'existence, les activités de la cellule genre ont tourné particulièrement sur des réunions qu'elle a tenues. Ces rencontres ont eu lieu pour nous permettre de mieux nous connaître et fraterniser, d'échanger sur d'éventuelles activités à mener, mais aussi pour nous familiariser à l'outil informatique de vidéoconférence. C'est une initiative qui va faire date, dans la mesure où on a vu des femmes engagées pour impulser cette dynamique du genre au niveau du ministère. À la tête même le ministre, mais également, il en parle. Donc pour nous, c'est très important de participer et de faire en sorte que ça puisse s'élargir sur l'ensemble des acteurs du ministère. Lucien Chimou, représentant le ministre de l'Hydraulique, encourage les agents à promouvoir l'excellence et toutes les formes de genre. La compétence n'a pas de genre. Pour que le pays se développe, on ne va pas par complaisance nommer des femmes à des postes parce qu'au niveau mondial, on dit de faire la promotion des femmes. Nous ferons la promotion de la compétence. Quand on parle de genre, on fait aussi un clin d'œil à d'autres catégories de la société, notamment les enfants. Les enfants aussi constituent un genre. Les handicapés constituent un genre. Mais malheureusement, on ne voit que les deux sexes. En Côte d'Ivoire, plusieurs décrets ont été pris pour accompagner l'égalité et la promotion du genre, tant en milieu politique qu'en milieu social. Entre autres, le projet de loi instituant la représentativité de 30% de femmes dans les assemblées élues. C'est donc en s'inscrivant dans cette vision que le ministère de l'Hydraulique a créé sa cellule genre en décembre 2020. Dans la région du Lodjibois, les femmes du secteur agricole rêvent d'être plus autonomes pour transformer leurs produits et faire plus de profit. Et pour atteindre leur objectif, elles ont décidé de s'unir pour être plus fortes. Plus d'une trentaine d'associations et coopératives de femmes du secteur constituent désormais la Fédération des associations et coopératives du Lodjibois. On en sait plus avec Andrea Kakou et Godefroy Okambawa. Chaque jour, elles sont dans leur plantation de bananes, de manioc, d'igname, de palmiers à huile et de maraîchers. Mais dans le secteur du vivrier, ces braves femmes enregistrent beaucoup de pertes du fait de la précarité des produits qui sont périssables pour la plupart. Pour faire face à ce défi, elles ambitionnent l'intensification de la production et la transformation de leurs produits vivriers. Depuis 2018-2019, nos coopératives, lorsque elles rassemblent leur production, nous louons des véhicules et par moments aussi, ces véhicules-là nous créent beaucoup de désagréments. Souvent, ils nous donnent un rendez-vous, ils n'arrivent pas à temps. Et vraiment, nous sommes obligés de courir encore pour aller chercher d'autres véhicules pour pouvoir évacuer nos produits. C'est pourquoi nous souhaiterons avoir nos propres véhicules pour pouvoir évacuer nos productions sans problème. La Fédération des associations et coopératives du Lodjibois bénéficie du soutien des autorités préfectorales de la région, du Conseil régional du Lodjibois et des cadres de la localité. Vous avez pris la bonne décision, celle d'être plus forte pour pouvoir bénéficier du financement de l'État. Parce que l'État finance les personnes qui sont organisées. Et le fait de vous organiser vous donne les chances de bénéficier du financement de l'État. La sortie officielle de la Fédération des associations et coopératives du Lodjibois marque un nouveau départ pour ces femmes qui œuvrent au quotidien pour leur autonomisation. À Ferké, également au nord de la Côte d'Ivoire, on a conscience que l'union fait la force. Autonomisation des femmes et adolescentes des communautés du Tchologo, c'est un projet que vient d'y lancer l'ONG Action contre la faim. C'est un projet donc de promotion des droits des femmes et des adolescentes qui va coûter quelques 3 milliards de francs CFA. Les précisions d'Ami Sissoko. Mon père a un antécédent à laisser des terres. Mais mon frère aîné m'a expulsé de la maison et la maison est fermée parce que je suis femme. Mettre fin aux violences faites aux femmes, renforcer leur pouvoir et leurs droits. L'ONG Action contre la faim en a fait une priorité. Elle lance donc le projet Autonomisation des femmes et adolescentes des communautés du Tchologo à Ferké, dénommé Acte Femmes.
Elle la mettra en œuvre dans 15 aires sanitaires de la Direction régionale de la santé du Tchologo en collaboration avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et les Amazones du Web, un groupe de jeunes blogueuses. À travers ce projet, nos ambitions ne sont pas de heurter les us et coutumes. Ce projet vient appuyer le dispositif institutionnel mis en place par le gouvernement pour apporter une réponse aux défis importants qui continuent de poser en matière de scolarisation des jeunes filles, d'accès à la terre, à l'héritage. Le projet Acte Femmes est financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par l'État canadien sur 5 ans. Il va permettre d'améliorer, entre autres, la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescentes, ainsi que celle des enfants, à créer des infrastructures telles que des espaces de soutien psychosocial et des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Les priorités du gouvernement canadien s'alignent avec celles du gouvernement ivoirien. Ce soutien s'inscrit en effet dans les priorités même du gouvernement ivoirien et des cadres d'action stratégiques, tels que le plan national de développement 2021-2025. Ce sont au total 192 000 femmes qui vont bénéficier directement du projet Acte Femmes dans le Tchologo et 328 indirectement. Je vous le disais en titre, le service économie de la rédaction de RTI 1 nous instruit en cette mi-journée sur le crédit bail, cet instrument de financement lié à la dette pour les entreprises. L'outil est méconnu et pourtant innovant. Depuis quelques années maintenant, l'État de Côte d'Ivoire a institué un cadre légal pour vulgariser cet accès au financement. Et depuis, le crédit bail est devenu une solution pour le financement des entreprises. C'est donc un sujet du service économie, un reportage mené par Cheikh Kone Aboubakar. Prise de notes, attention soutenue et échange interactif. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre composé d'étudiants, mais à une session de formation. Ces apprenants du jour ont un dénominateur commun. Ils sont chefs d'entreprise et promoteurs de PME. Ce matin, ils ont troqué leur toge de manager pour se faire instruire sur une problématique qui demeure un véritable casse-tête chinois, l'accès au financement. Module du jour, le crédit bail. Mon intervention aujourd'hui, c'est de vulgariser ce produit-là auprès des PME et leur donner les ABC de ce produit-là et comment ils peuvent présenter une demande de financement auprès des opérateurs qui exercent l'activité en crédit bail. Le crédit bail est un mécanisme de financement destiné aux PME. Il permet à une entreprise d'avoir du matériel de production sans avoir recours à sa trésorerie. Le principe est de payer des loyers mensuels sur une période indiquée. Au terme de l'échéance, l'entreprise peut décider de restituer ou racheter le matériel. L'avantage le plus important du crédit bail, c'est que c'est un financement productif, c'est-à-dire on ne donne pas de la liquidité. On finance seulement le moyen de production ou le moyen d'exploitation de l'entreprise, avec des conditions plus souples que la banque classique au niveau des garanties. Le marché du crédit bail est en pleine croissance en Côte d'Ivoire, bien que le mécanisme ne soit pas suffisamment vulgarisé auprès des PME, les premiers bénéficiaires. En 2015, les encours d'emprunt du crédit bail se sont élevés à 53 milliards de francs CFA, soit 1,84% de l'ensemble des crédits consentis au secteur privé en Côte d'Ivoire. Un faible taux de pénétration au regard du potentiel du marché estimé à 500 milliards de francs CFA, selon la Société financière internationale, SFI. Soumaoro Yaya est responsable d'une PME depuis 2017. Une année après la création de son entreprise, il décide d'acquérir des véhicules pour renforcer la mobilité de ses équipes. Malheureusement, notre chef d'entreprise fait face à une pression de trésorerie. Yaya fait donc le choix du crédit bail auprès d'une institution spécialisée. Ces 3 véhicules, par exemple, ont été acquis en crédit bail, voilà, ainsi que un autre qui est là. Bon, il y a d'autres qui sont sortis aussi pour des opérations. 60 millions de francs CFA, voilà le montant qu'aurait déboursé Yaya pour l'acquisition de ces véhicules. À travers le leasing ou encore le crédit bail, cet entrepreneur se limite à verser des loyers mensuels sur une période donnée avant l'épuisement de la valeur marchande de l'engin. Une aubaine pour cette PME. Mais en chef d'entreprise averti, Yaya se rassure de l'évolution de son prêt en cours. Oui. On en a 2 en cours. Oui, exactement. Quand je les ai contactés, l'approche a été très facile et très simple. À part le simple fait qu'ils m'ont demandé un certain nombre de documents de l'entreprise, qui est tout à fait normal parce qu'il faut qu'on sache comment tu es, comment tu es constitué.
la plupart de notre PME, on n'est pas structuré comme il se doit. Ça, c'est un. De deux, il y a la gestion interne qui cause pour la plupart du temps problème. Pour vulgariser cet outil de financement, le gouvernement a défini en 2015 un cadre légal et réglementaire du marché à travers un accord avec la SFI en vue de mettre en place le projet Africa Leasing Facility 2. L'État également a créé les conditions pour permettre aux établissements financiers et aux banques qui y évoluent de faciliter les conditions, mais justement en faveur des PME, en leur donnant quelques facilitations dans ce domaine-là. Une initiative qui a permis de faire passer le nombre de crédits bailleurs de 3 en 2014 à 9 aujourd'hui, parmi lesquels 7 banques et 2 établissements financiers. Ici, dans cet établissement pionnier du marché, l'évolution du mécanisme est satisfaisante. Sur les 2 derniers exercices, on a financé plus de 40 milliards en termes de nouveaux financements sur plus de 15 000 clients en crédit bail uniquement. C'est une solution qui n'est pas très connue des acteurs, alors que c'est la solution adaptée qui permet d'acquérir du matériel de nouvelle génération, qui permettent d'augmenter la productivité de l'entreprise assez rapidement. Il y a énormément d'avantages fiscaux. De son côté, l'agence Côte d'Ivoire PME poursuit sa mission d'encadrement des PME en leur présentant l'alternative du leasing. Le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME ici, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à pouvoir optimiser cet outil-là. Parce que le défi à le crédit, il est connu. Et puis on peut toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça paraît aussi simple, pourquoi les gens ne s'engagent pas dedans? Mais parce que le crédit a ce défi. Et parfois, les mauvaises langues vont vous dire que c'est les entreprises parfois qui ont des difficultés d'accès au financement traditionnel qui vont lever le crédit bail. Donc, lorsqu'on n'est pas capable d'avoir le crédit ordinaire, souvent, on pense qu'on va lever le crédit bail. Donc, le crédit bail aussi demeure, est régi aussi par les mêmes règles prudentielles auprès d'une banque, les mêmes règles de gestion. Tous ces efforts des autorités ivoiriennes pour la vulgarisation du crédit bail positionnent la Côte d'Ivoire comme leader en la matière. Le pays accapare à lui seul 60% du chiffre d'affaires du crédit bail de la sous-région. Au 31 décembre 2020, les encours de crédit bail en Côte d'Ivoire s'élevaient à 178,37 milliards de francs CFA contre 130,93 milliards à fin décembre 2019. Une embellie qui n'occulte toutefois pas les défis du leasing sur le marché ivoirien. Mais il faut sensibiliser tous les acteurs pour qu'on prenne en compte les prises de décision au niveau de tout ce qu'on appelle le recouvrement, donc la récupération du bien. Si ça, les acteurs jouent le jeu, je suis convaincu que les banques vont accompagner les PME, en tout cas les bonnes PME, bien structurées, bien organisées, qui font face à leurs engagements. Selon les statistiques de la SFI, 10% de croissance du leasing augmenterait d'1 point le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. C'est dire que le crédit bail reste une alternative sûre face aux problèmes de financement des PME. Financement des entreprises, le crédit bail, une alternative, une solution. C'était un reportage de Cheikh Koné du service économie de la rédaction. On y va maintenant prendre part à la journée du financier. Cette cérémonie qui consiste à récompenser les meilleurs agents de la direction des finances du ministère d'État, ministère de la Défense. Ils ont été distingués cette semaine dans les locaux du département ministériel en présence d'Espérance Djakale et Franck Kwao et Abou Sanogo. Ce sont 16 agents de la direction des services financiers du ministère d'État, ministère de la Défense, qui ont reçu des prix des mains de leur hiérarchie. Au titre des distinctions, les prix des meilleurs agents de la sous-direction du budget et de la comptabilité, des prestations de services et des vivres, et le prix du meilleur agent des finances 2021, attribué respectivement à Jean-Marc Akri, Michel Kwadioun-Guissa et Jean-Michel Zirimba. Grande est ma joie présentement. Je suis satisfait, je bénis Dieu. Voilà, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans ma carrière. Ce que je peux conseiller à mes collaborateurs, c'est de travailler. C'est un grand honneur et un sens de responsabilité que je reçois ce prix. Je remercie ma hiérarchie et je remercie le directeur de la finance d'avoir pensé à cette cérémonie. Créée depuis 4 ans, la journée du financier a pour objectif de récompenser le rendement des agents de la direction des services financiers, du ministère d'État, ministère de la Défense et leur abnégation au travail, afin de rendre la direction plus performante. Nous encourageons fermement cette initiative et nous demandons à nos agents
de se mettre résolument au travail parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Le ministère de la Défense est un ministère très sensible et la direction des finances qui gère au quotidien les problèmes de logistique doit avoir des cadres compétents donc qui se remettent en permanence en cause afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces lauréats ont reçu chacun un trophée, une enveloppe, une tenue de travail et des lots de gadgets. Quelle est la place de la presse numérique dans le développement sociopolitique et économique de l'État d'Israël? Cette question était au centre d'une rencontre entre l'Union des patrons de la presse numérique et l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Une rencontre de partage d'expériences sur la manipulation de l'information en ligne. Les détails avec Jenna Babini et Godefroy Okambawa. Face à la presse, la traditionnelle tribune initiée par l'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Elle a eu pour invité l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Léo Vinosveski a entretenu les professionnels des médias sur le thème « La place de la presse numérique dans le développement sociopolitique et économique de l'État d'Israël ». Quand vous parlez de Startup Nation, c'est la contribution de la recherche pour la méthodologie numérique et de digitalisation à Israël. C'est important dans le domaine de l'agriculture, bien dans le domaine de la cybersécurité, bien dans le domaine de business, bien dans le domaine de marketing. Parlant de l'importance de la digitalisation, le conférencier a fait remarquer que la diplomatie ne se soustrait pas de cette révolution technologique. Selon lui, la diplomatie numérique est un défi pour les États. Pour nous, c'est très important Israël et pour les journalistes en général. L'information vraie, la lutte contre la désinformation. Bon, c'est les fake news, c'est le même défi que nous avons dans le monde entier. On est libre de publier des informations, mais il faut avoir la responsabilité de les assumer. Ce qui nous caractérise, c'est l'instantanéité des informations que nous diffusons. Et il a souhaité que ces informations que nous diffusons au préalable soient traitées avec professionnalisme, avant que ces informations ne soient diffusées. Face à la presse est une série de conférences qu'organise l'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire depuis 2017. Elle traite sur des thématiques d'intérêt public. Un reportage de Jenna Babini commenté pour vous par Godefroy Okambawa. On va maintenant au chapitre Covid de ce journal. Hier, 21 décembre 2021, le coronavirus a touché 170 nouvelles personnes, ce qui porte à 62 336 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. 475 personnes se battent actuellement même contre la maladie, mais 706 autres ont définitivement perdu le combat. 706 morts enregistrés donc du fait du coronavirus. À l'échelle mondiale, ce sont 5,37 millions de personnes que le virus a tuées. Protégeons-nous, portons les masques et faisons-nous vacciner. Et à ce sujet, justement, en France, l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans pourront être vaccinés contre le coronavirus à partir de ce mercredi même. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre français de la Santé. Olivier Véran a en revanche indiqué que la dose de rappel n'était pas pour l'instant élargie aux adolescents. Heureusement que le coronavirus n'empêche pas le progrès. Ici à Abidjan, les populations d'Abobo-Baoulé bénéficieront bientôt d'un nouveau centre commercial. L'infrastructure sera bâtie sur 5600 mètres carrés et la première pierre a déjà été posée. C'est ce que nous rapportent Jenna Babini et Jean-Marc Djadji. Nous sommes au village Atchan d'Abobo-Baoulé, dans la commune d'Abobo. Les fils et filles de ce quartier célèbrent la pose de la première pierre du futur centre commercial de la cité, une initiative de la génération Doubo. Mais pourquoi construire un centre commercial alors que nous avons plein de soucis, plein de problèmes? Et oui, il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, pour faire certains achats, nous sommes obligés de nous déplacer pour aller jusqu'à Cocody Centre, aux deux plateaux, des fois un peu plus loin pour trouver ce que nous voulons. Pourquoi ne pas rapprocher ces grands centres? Pourquoi se déplacer, aller si loin pour avoir ce qu'on peut avoir tout près? Une ambulance,
des lits d'hospitalisation, du matériel technique au centre de santé du village et une voiture de type 4x4, ainsi que du matériel informatique au commissariat du 34e arrondissement. Au total, plus de 51 millions de francs CFA de dons distribués. Ce geste est aussi la preuve de la disponibilité de la chefferie d'Abobo Baoulé à aider la police nationale dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. C'est pourquoi cette cérémonie revêt une importance particulière pour nous, en ce sens qu'elle permet de renforcer la capacité opérationnelle de nos collaborateurs sur le terrain. Une initiative saluée par les autorités administratives de la commune. On a parlé de commune de partage et de solidarité. Aujourd'hui, nous voyons à Abobo Baoulé non seulement un village hospitalier, un village modèle qui doit inspirer les autres villages. D'une superficie de 5600 mètres carrés, le futur centre commercial, dénommé Doubo, sera doté d'une galerie marchande, de boutiques et de plusieurs services publics. On en vient maintenant au 19e congrès de la FENEPLACI, la Fédération nationale des établissements privés et laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier à la Maison de l'entreprise au Plateau. Quelle FENEPLACI pour la redynamisation de l'école ivoirienne? Voilà ce dont il était question. Le témoignage de Noël Niagno. Reviser la convention État-école privée et revaloriser les frais d'écolage payés par l'État sont entre autres les quelques questions relevées au cours du 19e congrès ordinaire de la Fédération nationale des établissements privés et laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, FENEPLACI. Le 19e congrès de votre organisation m'apparaît comme une opportunité qu'il vous faut saisir pour adresser les problématiques majeures et de manière critique et lucide, interrogez votre parcours et votre histoire. Une histoire étroitement liée, pour ne pas dire qui se confond avec le parcours même de l'école ivoirienne depuis l'indépendance. Le congrès a fait le bilan critique du fonctionnement de la fédération et a mesuré le chemin parcouru depuis le précédent congrès de 2016. À l'issue des travaux, les participants ont adopté 4 notions, à savoir la revalorisation des frais d'écolage payés par l'État. Ils ont aussi félicité les fondateurs des écoles privées pour le respect des règles de la fédération. J'invite tous les fondateurs et fondatrices, membres de la FENEPLACI, à nous rejoindre, à mettre en application les idées que nous avons arrêtées pour permettre à l'école ivoirienne de retrouver ses lettres de noblesse. Le congrès a élu le nouveau président de la fédération et à sa suite 2 commissaires aux comptes. Le reportage de Noël Niagno a été commenté par Mahama Traoré. Si vous souhaitez porter votre foulard de façon originale désormais, alors ce festival est le vôtre. Si vous êtes amateur de bijoux, c'est également votre festival. L'édition 2021 du Festival du foulard et des bijoux, c'est parti. Avant l'événement, l'annonce a été faite par les organisateurs, ici même dans la commune de Cocody. C'était en présence de notre reporter du jour, Djeneba Bini et Godefroy Okambawa. Promouvoir la diversité de la tâche du foulard à travers un festival. Le foulard, cet accessoire de mode qui apparaît aujourd'hui comme un symbole d'identité culturelle dans le monde. Pour la promotrice de l'événement, il est important de valoriser de nos jours cet accessoire utilisé majoritairement par les femmes. Le foulard, c'est une identité, on va dire, internationale, mais l'Afrique s'est approprié le foulard. On en a fait un instrument de mode, nous en sommes fiers, c'est une arme de revendication aussi. Une démonstration pratique de la tâche du foulard est initiée avec les professionnels du milieu. Ravi et très honoré surtout d'être ici. Je remercie Mme Massal qui a eu la belle idée d'organiser ce festival. On espère que ce festival vivra longtemps pour pouvoir donner encore plus de la valeur du crédit aux jeunes créateurs. Le festival des bijoux et du foulard 2021 se tiendra dans la commune du Plateau.
Et dans la commune du Plateau également, le Fashion Street, lui, est à sa 3e édition. Le Fashion Street est un événement culturel organisé donc par la mairie du Plateau afin de faire la promotion de la mode ivoirienne. L'objectif premier, c'est faire d'Abidjan la capitale de la mode. Marie-Loïs Trierou et Salimatou Dia étaient à la cérémonie de lancement. Et c'est reparti pour le Plateau Fashion Street. Initié depuis 2019 par le conseil municipal du Plateau, ce grand événement de mode est devenu le rendez-vous des professionnels et mordus de la mode. Proposer une autre façon de faire des événements de mode, tel est le défi que s'est fixé la municipalité. Nous voulons que le Plateau soit vraiment cette plaque tournante comme les Paris et toutes les grandes capitales. 12 créateurs de mode venus du Togo, du Maroc et du Nigeria prendront part au grand défilé de cette 3e édition. Notre objectif est de faire de PFS un événement qui compte dans le calendrier de la mode africaine, de la mode internationale. Nous invitons massivement le grand public à participer à cet événement. Les festivités démarreront le 17 décembre par une exposition-vente qui s'étendra jusqu'au 24 décembre. La CAN 2022, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, débutera bien le 9 janvier prochain comme prévu. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, l'a confirmé ce mardi à Yaoundé à l'issue d'une rencontre avec Paul Biya. Malgré la propagation du variant Omicron et les pressions des clubs européens, le Sud-Africain a visiblement obtenu les garanties qu'il espérait, notamment en termes de précautions sanitaires. Visite express lundi dernier, 20 décembre, d'une délégation de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à Bamako. C'est dans le prolongement du dernier sommet des chefs d'État de l'institution sous-régionale qui s'est tenu à Abuja au Nigeria. Goodluck Jonathan, ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, et Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, ont fait passer des messages au président de la transition qu'ils ont rencontré. Les élections générales doivent se tenir comme prévu fin février 2022. On va refermer ce journal, mais avant, je vous rappelle qu'un conseil des ministres s'est tenu ce matin même. Le conseil des ministres a pris fin. C'était au palais de la présidence de la République, en présence bien sûr du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous pouvez le voir là en image. À l'ordre du jour, de nombreux sujets. Le compte-rendu complet de nos reporters est à suivre ce soir dans le 20h. Mon prochain JT, c'est prévu pour demain jeudi. Je serai là, comme d'habitude, à 13h.